vérité au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la santé pour tous, la santé ensemble, gouvernement et partenaires, main dans la main pour le compact national, la référence désormais en santé pour le compte du PND, document signé ce mardi à Lomé. La HAC en guerre contre la piraterie des œuvres audiovisuelles. La HAC consciente du visage multiforme de l'ennemi serme en conséquence. Quel mécanisme de lutte contre le fléau? Nous posons la question et ce sera le dossier de cette édition. Secourez bientôt un site de marché moderne. Le chantier est en cours. Il avance. La chef de la coopération allemande sur place pour apprécier les travaux de près. Et puis l'art pour illustrer les droits de l'homme. Nous sommes le 10 décembre aujourd'hui, le saviez-vous? L'art s'exprime donc au complexe scolaire islamique d'Aguazongo. Nous serons sur place. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le journal. C'est désormais la référence en matière de santé pour le compte du PND, le Compact national de soutien. C'est le nom du document signé ce mardi à Lomé. Tous, gouvernements, partenaires, d'accord pour investir ensemble à hauteur de 674 milliards de francs CFA. La cérémonie de signature est de M. Soufou. Solidarité autour du secteur de la santé au Togo. Le gouvernement et les partenaires intervenant dans le domaine sanitaire scellent ici un pacte pour que les populations se portent bien. C'est le deuxième compact national en vue de la mobilisation des ressources pour le financement du Plan national de développement sanitaire PNDS 2017-2022 dans l'atteinte des objectifs du PND, Plan national de développement en son axe 3. Ce compact se veut être une boussole d'orientation et d'harmonisation des interventions vers la couverture sanitaire universelle. Le compact prévoit des engagements. En signant ce pacte, le gouvernement s'engage par exemple à conduire les réformes nécessaires dans le secteur de la santé. Donc il y a des réformes en cours. Je prends par exemple l'approche contractuelle, la contractualisation qui permet d'améliorer la gestion au niveau des centres de santé. Vous avez des engagements pour disponibiliser de personnel de santé qualifié et en ressources suffisantes. Ça, c'est à travers ce pacte-là. Améliorer la gestion. Les partenaires qui signent le compact s'engagent aussi à accompagner le gouvernement. L'Organisation mondiale pour la santé, OMS, appelle d'ores et déjà à une forte mobilisation autour du PNDS pour permettre au gouvernement d'améliorer ses offres de services en matière sanitaire. Créer des partenariats et assurer une gestion efficace sont des fonctions essentielles du management de tout programme. Ces fonctions permettent de travailler en synergie et en complémentarité pour l'atteinte des objectifs aussi bien du PNDS, mais aussi du PND et aussi, au bout du compte, de nos engagements mondiaux, les objectifs de développement durable pour aller vers la couverture santé universelle. 674,149 milliards de francs CFA. C'est le montant global pour une parfaite mise en œuvre du PNDS. Le Togo veut agir sans complaisance pour mettre en confiance les partenaires et surtout offrir un soin de santé de qualité aux populations. Depuis l'adoption le 8 février 2017 du PNDS 2017-2022, le gouvernement a mobilisé 56,82 milliards de francs CFA sur 42,909 milliards de francs CFA prévus en 2017 et 58,05 milliards de francs CFA sur 47,799 milliards de francs CFA prévus en 2018. Le gouvernement continuera ses efforts et s'engage les années qui viennent à porter le budget général de l'État alloué au ministère de la Santé de 5,58% en 2018 à 9,58%
en 2022. Une innovation a été introduite dans ce présent pacte. Elle consiste en la mise en place d'un comité national de coordination du secteur de la santé intégrant l'ensemble des parties prenantes. Ceci dans le but d'assurer efficacement le suivi de la mise en œuvre du compact. Le Togo va saisir l'opportunité qu'offre ce compact pour relancer le débat autour des soins de santé primaire et renforcer le système de soins dans la perspective de la marche vers la couverture sanitaire universelle. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est un ennemi à visage multiple, la piraterie. Les contenus audiovisuels en sont victimes au Togo. La HAC s'élève donc contre le phénomène. Depuis ce mardi, l'instance de régulation étudie les différentes formes de piratage des œuvres audiovisuelles pour mieux faire face au fléau. Au démarrage des travaux ce matin, Arnaud Kitifou. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC s'arme avec des supports juridiques efficaces pour mieux faire face à la piraterie des contenus audiovisuels par Internet. Les experts praticiens du droit partagent leurs connaissances sur la problématique. Au Togo, le phénomène prend de l'ampleur malgré l'existence d'une loi organique qui protège les auteurs contre la piraterie des contenus audiovisuels. Au Togo, le piratage des contenus audiovisuels par Internet existe. La loi organique de la HAC, en son article 24, donne des prérogatives à l'instance de régulation des médias de veiller au contenu des productions médiatiques. Mais il se fait que par le piratage des contenus, des distributeurs s'installent et distribuent des contenus et donc qui échappent au contrôle de la HAC, ce qui rend difficile la mission de la HAC. La loi organique contient des dispositions qui sanctionnent ceux qui ne respectent pas la loi. Le piratage des contenus audiovisuels, c'est des programmes subversifs et parfois pornographiques qui sont mis à la disposition du public. Pour le président de la HAC, il est urgent d'agir pour freiner ce phénomène qui est un manque à gagner pour l'État. En effet, le piratage des contenus audiovisuels prive l'État d'importantes ressources, revenus d'impôts et taxes, reversement de la TVA, diverses contributions dues par les opérateurs audiovisuels, etc. Le piratage des contenus audiovisuels par Internet, c'est également la diffusion non maîtrisée des programmes, donc risque de propagande extrémiste, politique ou religieuse violente. Le piratage des contenus audiovisuels, c'est aussi, pour les producteurs et artistes, la perte des revenus des droits de diffusion et de reversement des droits d'auteur. Pour les diffuseurs et les distributeurs, c'est la chute de revenus et un manque de financement pour la production audiovisuelle. Le fléau, enfin, n'épargne pas le consommateur final car il encourt des risques de piratage de ses données personnelles. Fort heureusement, la HAC, dans ses attributions conformément à l'article 22 de la loi organique, est chargée de veiller à la protection de la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, de protéger des valeurs et des mœurs, bref, notre culture. Elle dispose à cet effet d'un arsenal de sanctions à l'endroit des pirates qu'elle appliquera désormais dans toute leur rigueur. Après la phase de sensibilisation, l'institution de régulation des médias HAC passera à la phase de répression pour la protection des droits d'auteur. Et à l'esprit, tout de suite viennent deux questions ce soir. Primo, la piraterie des contenus audiovisuels, quelles conséquences pour l'économie nationale, les finances publiques? Secondo, le phénomène est multiforme, disions-nous. Alors, quel mécanisme de lutte envisager? Les éclairages, Arnaud Kitifou. De la période des supports VHS, de CD et ensuite de DVD, la piraterie des programmes audiovisuels a fait des dégâts et a pris de l'ampleur avec les techniques de l'information et de la communication. Les pirates font des duplications et des diffusions non autorisées qui échappent au contrôle des instances de régulation de la communication. Les États, individuellement ou collectivement, tentent de trouver des mécanismes pour freiner ce fléau qui est une menace sécuritaire qui sape les économies des États.
Aujourd'hui, avec Internet, il est possible d'adresser un contenu à travers le monde entier en étant dans l'autre bout de la planète. Donc le système de l'État frontière qu'on a connu sur des fréquences TNT ou des fréquences satellites où l'État est à la maîtrise des fréquences de qui diffuse ou pas, aujourd'hui elle disparaît avec le monde du cyberespace. Donc techniquement comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu partout dans le monde, qui ont compris les mécanismes de fonctionnement d'Internet et aujourd'hui qui utilisent le système qui à la base est fait pour des systèmes légaux, pour pouvoir adresser YouTube, c'est quelque chose de légal, Netflix c'est quelque chose de légal, enfin, toutes ces applications-là qui permettent d'adresser des contenus dans le monde entier et puis j'utilise les mêmes systèmes pour pouvoir diffuser des contenus complètement illégaux. Avec l'Internet, c'est difficile de maîtriser la commercialisation illégale sur la télévision en ligne, le téléchargement sur Internet des œuvres protégées sans autorisation des ayants droit. Quand le phénomène est installé, il est très difficile de pouvoir se doter de moyens légaux, juridiques, étatiques pour pouvoir le contrer. Alors que quand le phénomène est en train de pénétrer et qu'Internet n'est pas encore complètement établi, n'est pas encore complètement, tout le monde n'a pas encore accès au haut débit, il est possible encore de réfléchir à des systèmes permettant de sauvegarder tout simplement l'État frontière qu'est le Togo aujourd'hui. L'objectif c'est de doter d'outils permettant de contrôler le flux qui arrive dans l'État du Togo. Et c'est ça dont on parle aujourd'hui, c'est de se doter de moyens permettant de pouvoir contrôler l'arrivée d'Internet parce que quelque part Internet est mondial, mais le Togo a la capacité de voir ce qui arrive dans son pays. Dans ce village planétaire où l'Internet est en progression, le piratage des œuvres audiovisuelles n'épargne personne et les mécanismes de protection sont loin d'être dissuasifs. Il ne peut se faire sans cela. L'éthique incontournable aujourd'hui dans la lutte contre la piraterie des œuvres audiovisuelles. Seulement maîtrisons-nous les données d'éthique? C'est une autre paire de manches, d'où le démarrage ce matin à l'aube d'une session de formation sur la collecte et la gestion des données éthiques. L'ouverture des travaux, Augustin Kossi. Que ce soit dans les administrations, dans les services ou encore dans les ménages, l'usage des technologies de l'information et de la communication est entré dans les habitudes. Très souvent, en matière de collecte et de gestion des données administratives, des difficultés surviennent. Cette formation de 4 jours est destinée à donner les bonnes pratiques aux opérateurs de télécommunications et aux agents de l'Institut national des statistiques. Ce sont des données qui proviennent directement des exploitants des services des télécommunications qui sont les opérateurs fixes, mobiles et les fournisseurs d'accès Internet mobile et fixe. Malheureusement, tant qu'il n'y a pas harmonie dans la fourniture de ces données dans le pays, chacun compte ses abonnés par exemple, il n'y aura pas harmonisation dans la collecte des données. Il faut harmoniser les bases communes des déclarations des données auprès des opérateurs. Donc ce sont des indicateurs qui sont sur les abonnements, le trafic, les revenus, le chiffre d'affaires, les investissements. Les ménages, c'est des utilisateurs et des équipements et des technologies de l'information. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Togo est passé de 70% à 84% de 2015 à 2018. Au même moment, l'Internet est de 49% en 2018. C'est dire que le développement des télécommunications est en nette progression. L'éthique sont un moteur de développement pour tous les secteurs socio-économiques. Le gouvernement a entrepris des efforts pour développer l'éthique et il y a une stratégie. Pour pouvoir suivre cette stratégie, il faut aussi collecter les données pour avoir les statistiques, voir comment évolue la stratégie et faire suivi évaluation. Et il faut aussi harmoniser les collectes sur le plan international pour savoir comment ça se fait. Les différents acteurs ici réunis auront à définir des pratiques harmonisées, mais aussi des recommandations. Une feuille de route qui va aider les décideurs dans la mise en place des stratégies et politiques de développement durable. Et pas un seul secteur d'activité aujourd'hui, pas encore investi par l'éthique. La profession de secrétaire ou d'assistant de direction n'est pas en reste. Conséquence, il faut s'adapter aux nouvelles mutations, d'où cette session de formation pour secrétaire et assistant de direction. Les attentes, quoi sigler, Yasmine Kodia.
Ils sont réputés pour contribuer au bon fonctionnement et au rayonnement d'une entreprise ou d'une administration. Les secrétaires et assistants de direction, premiers collaborateurs des managers, ils sont porteurs d'une lourde tâche dans le respect des secrets administratifs. Ce forum, organisé par le Cercle des professionnels du secrétariat et de l'artisanat du Togo, CEPROSAT, sert de cadre pour passer en revue les différentes questions liées à leur métier. Ceci pour leur permettre de mieux cerner et leur cahier de charges. Le métier de secrétaire doit prendre une autre valeur dans notre pays. Il faut que les secrétaires prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer auprès des managers. Le tandem secrétaire-patron doit être un tandem qui doit bien fonctionner et c'est le secrétaire ou la secrétaire que nous voulons plus appeler de plus en plus assistant de direction doit être celui-là qui sait manager le bureau de son patron, qui sait manager les ressources humaines. Il faut que les patrons sentent que nous sommes avec eux. C'est un secteur qui est de plus en plus confronté à de nombreux défis. Des défis qui nécessitent une adaptation rapide et systématique face aux différentes mutations sociales et technologiques. Il faut remarquer qu'avec les nouveaux outils qui s'utilisent de plus en plus, qui permettent de transformer le métier, il y a des étapes et il y a des efforts aussi à faire. Donc au cours de cette formation, nous allons essayer de mener des échanges par rapport à ces outils et les conséquences ou les bénéfices que le secrétariat peut en tirer. Plusieurs thématiques sont abordées à cette rencontre qui vise à rehausser le niveau de conscience professionnelle de ses participants. Une initiative pour améliorer la qualité des prestations et revaloriser ce secteur d'activité. Certains, beaucoup, ne s'en sont pas souvenus aujourd'hui. La date du 10 décembre, date de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'université de Lomé-Si, défenseurs et universitaires ont débattu des droits de l'homme à l'épreuve des défis contemporains. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Le compte-rendu Abidi Nyasingbe. Le corps universitaire du Togo et les défenseurs des droits humains revisitent la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si cette ordonnance s'occupe depuis 1948 des sujets tels que les droits des femmes, des enfants et des personnes handicapées, il doit aujourd'hui, pour ces acteurs, étendre ces domaines d'intervention. Évaluer les mécanismes, mener des réflexions sur des questions de l'heure, c'est le but de cette rencontre. Les défis qui avaient eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont amené à la signature de cette déclaration, ne sont pas les mêmes défis aujourd'hui dans une certaine mesure. Donc il y a eu d'autres éléments, d'autres défis qui se sont rajoutés. La question par exemple du terrorisme, on peut dire qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas vraiment ce problème qui se posait. La question du genre, l'égalité de l'homme et de la femme, la question du numérique avec les hackers qui peuvent causer des dommages. On parle également de l'escroquerie à travers Internet. Donc il y a beaucoup de défis qui se sont ajoutés aujourd'hui. Alors comment protéger ce droit d'abord par rapport au passé? C'est vraiment des problématiques dont on doit discuter. C'est pourquoi nous avons, à l'occasion de cette 71e anniversaire de la déclaration, nous avons retenu ce thème, le droit de l'homme à l'épreuve des défis contemporains. La protection des droits fondamentaux à l'épreuve de la révolution numérique, l'émancipation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Cour pénale internationale et la protection des droits de l'homme sont entre autres communications à développer au cours de ce colloque. Le Togo achète, le Togo vend. Comment améliorer la participation de notre pays dans le commerce international? Question au centre de l'étude de la politique commerciale du Togo. Le compédium sur la politique commerciale du Togo, comme on l'appelle, il vient d'être validé, ce document par référence. Les grands axes de Lucassi. Le Togo se dote d'une photographie de sa politique commerciale. Intitulé le Compédium sur la politique commerciale du Togo, c'est un document de référence assorti d'un plan d'action.
Il intègre aussi des recommandations susceptibles d'améliorer la participation du pays au commerce international. Le compendium, c'est un condensé de tout ce qui concerne la politique commerciale du Togo. Non, ce document est un outil de travail. Maintenant, qui va permettre au Togolais lambda qui prend le document et qui le lit de savoir actuellement quels sont les enjeux de la politique commerciale du Togo d'abord et de voir des axes qui ont été déclinés pour aider le Togo à accroître sa position à l'extérieur en matière de commerce extérieur. D'abord, produire quantitativement et qualitativement et d'adopter une stratégie pour commercer avec l'extérieur. Le commerce international présente des opportunités pour booster l'économie nationale, surtout à l'heure où le libéralisme économique est promu par l'Organisation mondiale du commerce. L'élaboration de ce document est l'une des dispositions prises par le gouvernement pour impulser une nouvelle dynamique à la croissance économique. Ce, afin de faire du commerce un véritable instrument de réduction de la pauvreté. Intéressé au premier chef par ce compendium, ce document à référence sur la politique commerciale du Togo, les entrepreneurs, ils étaient en forum la semaine dernière, le ID, comme ils l'ont appelé, le centre d'intérêt ici, eh bien c'est le financement des entreprises, la création de connexions entre acteurs. Les précisions, Innocent Sianyama et Liagwa Nyandaro. C'est parti pour la première édition du Forum des entrepreneurs. Décideurs publics, opérateurs économiques, investisseurs et porteurs de projets vont 2 jours durant s'informer sur les voies et moyens à explorer pour obtenir un financement. C'est un cadre d'échange et de partage d'expériences en matière de création de valeur et d'amélioration de performance des entreprises. Ce concept vient de l'agence Focus Yaku et veut appuyer les entrepreneurs à trouver la formule gagnante. On est entrepreneur parce qu'on en a la fibre, mais il faut bien d'informations. Il y a des astuces, il y a du savoir-faire. Comment on découvre d'autres talents, parce qu'on ne peut pas conduire l'entreprise uniquement comme on le pense. Il y a différents sujets, même en termes de droit. Et c'est ce que nous venons découvrir, c'est ce que nous venons apprendre, mais c'est aussi des retours d'expérience d'entrepreneurs sur le terrain, d'acteurs économiques sur le terrain, et de pouvoir en ressortir avec des recommandations pour pouvoir faire mieux que ce que nous avons déjà et en tout cas être plus opérationnel. Il s'agit pour nous de trouver, en tout cas d'explorer les pistes les meilleures pour trouver le financement. Lorsqu'on parle de financement, souvent on pense qu'au financement bancaire. Tout le monde focalise sur les banquiers. Or, au-delà des banquiers, il y a d'autres acteurs qui interviennent dans la recherche de financement. Pour la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, l'événement s'inscrit dans la droite ligne des diverses activités menées par le gouvernement pour accompagner le secteur privé dans l'amélioration structurelle et continue de l'économie du pays. Une direction maintenant à Sokolé, je vous l'annonçais dans les titres, la ville bientôt équipée de marchés modernes. Le chantier avance. La chef de la coopération allemande, l'argentier du projet, en a fait le constat sur place. La visite, le récit, Désiré Aloy. Nous sommes sur le site du grand marché de Sokoté en construction. Une volonté de plus haute autorité pour doter Tchaoudjo d'une infrastructure moderne, une plateforme commerciale. Bientôt va pousser de terre un marché moderne qui répond aux standards internationaux. Nous remercions vraiment la délégation allemande. Le travail est en train de se passer dans de bonnes conditions. Grâce au gouvernement togolais, nous avons eu ce que nous voulons. C'est grâce à eux que les Allemands ont aussi pensé à nous. Si vous observez tout ce qui a été fait, on dirait que c'est un travail de 5 ans, alors que ça ne fait même pas encore 1 an. Et pour ça, nous remercions le gouvernement. À ce jour, le taux d'avancement est de 56% pour un délai consommé de 66%. Concernant les bâtiments, vous allez remarquer que les gros œuvres sont terminés. Nous sommes en finish et nous serons dans le délai. Un projet du gouvernement dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation soutenu par la coopération allemande. Son chef en déplacement sur le site pour constater l'évolution du projet financé à environ 1,2 milliard de francs CFA, dont 90%
100% par la KfW. Ma dernière visite, c'était il y a 1 an. Le marché était encore animé et même pas en voie de construction. Et là, je vois que nous pouvons avoir confiance. On m'a rassuré aujourd'hui que les travaux seront finis en juin et les femmes pourront déménager. Donc ça me rend très contente. Et la prochaine fois que je vienne, j'espère de pouvoir faire des achats ici. Je parle au nom de la coopération allemande quand je vous dis que vraiment l'investissement dans les infrastructures communales, la gestion des affaires communales, la prise en charge vraiment des communautés, de leur propre avenir socio-économique, c'est vraiment quelque chose qui tient au cœur de notre coopération germano-togolaise et on reste là pour soutenir. Le Togo résolument tourné vers son décollage économique. La plateforme commerciale moderne de Socodé rentre dans l'axe 1 du plan national de développement. Socodé appelait vivement à vivre que la paix reste un carrefour d'affaires contribuant au développement socio-économique du pays. Les femmes, vous avez vu, elles sont très contentes et se disent que ça serait un marché nickel. Toutes les dispositions seront prises par les mêmes femmes. Elles-mêmes, elles vont s'auto-gérer pour que ce marché puisse être ce que nous tous, nous voulons. Dans quelques mois, ingénieurs et ouvriers vont achever les travaux pour faire place à un nouveau-né, comblant les attentes des commerçantes et commerçants, bref des populations de Tchaoudjo et de ses environs pour fructifier leurs affaires. Dans le reste de l'actualité, ce document a soumis à l'analyse aujourd'hui la deuxième stratégie nationale du développement de la statistique, session à Lomé. Qu'est-ce qu'elle va apporter ou peut apporter ce nouveau document? Les précisions de Carmen Madjiakapou. Les données statistiques jouent un rôle majeur dans le développement économique des pays. Depuis 2009, le Togo a élaboré sa première stratégie nationale de développement de la statistique. Le dispositif a permis au pays de réaliser plusieurs programmes de développement tels que le document stratégique de réduction de la pauvreté des SRP et la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. À l'heure du plan national de développement PND, une nouvelle stratégie vient de naître. Il va couvrir la période 2020-2024. Les acteurs du système statistique national analysent ici ce document. C'est un document qui prend en compte dans un premier temps tous les besoins en données statistiques, tous les besoins. Il est question d'examiner ce diagnostic-là, voir toutes les questions qui sont posées, voir également quels sont les axes d'orientation qui peuvent découler du diagnostic qui vient d'être élaboré. C'est un document cadre qui nous permet d'orienter toutes les actions de production des données statistiques afin de répondre aux différents agendas, notamment le Programme national de développement 2018-2022, l'agenda 2063 de l'Union africaine et les ODD, c'est-à-dire l'agenda 2030 pour les objectifs de développement durable. La stratégie nationale de développement de la statistique à deuxième génération devrait apporter une solution durable aux problèmes du système statistique national. Elle sera disponible et accessible aux acteurs à partir de janvier 2020. Pour le poste de président. Le rapport est formel. Les PME, PMI dans les villes de l'intérieur sont pour la plupart artisanales et non formalisées. C'est l'ANPE qui présente ce rapport. But de l'étude, mieux connaître le marché de l'emploi local. Les précisions, Edwige Bassabi Atakwa, Sonia Medipo. Pour cette étude menée dans 6 villes à travers le pays sur l'emploi, il ressort que 90% des PME-PMI sont artisanales. La plupart sont dans l'informel et on note une méconnaissance du rôle de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo à leur niveau. Elles sont également réticentes dans le recrutement des personnes en situation de handicap. Un tableau peu encourageant si l'on sait les efforts menés par le gouvernement en matière de promotion du secteur
privée dans l'atteinte des objectifs du PND à travers son axe 2. Le rapport est partagé ici entre les acteurs impliqués dans le secteur de l'emploi. C'est une enquête qui nous permet d'identifier les besoins en recrutement, également les métiers porteurs, les métiers émergents, et également essayer d'identifier les difficultés que rencontrent les entreprises. Et il faut noter que selon les mêmes résultats, il y a des entreprises qui expriment les besoins de recruter, mais n'ont pas les capacités nécessaires pour rémunérer leur personnel. Donc cela donne à peu près l'image de notre économie. Il y a beaucoup de choses à faire si on veut, avec la décentralisation, faire évoluer ces villes. Il y a des actions à mener. Donc la présentation de ce résultat nous permet d'échanger sur ces aspects et voir comment faire pour développer les villes. Cette enquête a été réalisée à Tévié, Ekpalimé, Sokodé, Atakpamé, Kara et Dapaon. Elle a pour but de réveiller l'attention du pouvoir public pour un développement intégral des PME-PMI d'une part et d'autre part promouvoir l'emploi des jeunes. Et pourquoi cette étude ? Allez, retour sur les droits de l'homme. C'est la journée aujourd'hui, vous le savez maintenant. Et ce projet pour la marquer à Gouezongo, école amie des droits de l'homme, projet bien illustré ici au complexe scolaire islamique d'Agouezongo. Regardez ce reportage de Medina Salabi. Nous sommes au complexe scolaire islamique d'Agouezongo. Sur ces murs, des frasques qui retiennent l'attention et l'admiration. Ici, on voit un grand homme qui encourage sa fille dans les études. Le message est clair. Les parents doivent soutenir les filles comme les garçons dans leurs études. Une œuvre d'Amnesty International Togo qui rappelle aux parents leurs responsabilités. Nous pensons que les jeunes, les élèves particulièrement, sont un peu les éléments dynamiques qu'on peut utiliser pour que les droits humains puissent se diffuser à travers les communautés et qu'on puisse davantage respecter les valeurs pacifiques, les valeurs humanistes que portent les droits humains. Le collège islamique de Zongo, ici, à Agoué, représente un peu cette symbiose de la diversité ethnique, religieuse, mais aussi de conviction qui existe à travers le territoire togolais. Promouvoir les droits humains et la non-violence en milieu scolaire, lutter contre le mariage précoce et forcé, les grossesses précoces et non désirées sont autant d'objectifs poursuivis par Amnesty International à travers ce projet avec l'appui de l'Union européenne et le gouvernement togolais. C'est un grand événement pour nous parce qu'on est quand même en tant qu'Union européenne défenseur des droits de l'homme partout dans le monde. L'œuvre montre bien comment les parents doivent encourager la jeune fille dans son évolution, dans son éducation, pour que demain elle puisse s'exprimer et s'épanouir pleinement. Et il me semble que c'est le symbole que nous devons porter avec nos jeunes aujourd'hui, montrer que les droits de l'homme, c'est d'abord un vécu des jeunes. Si nous voulons qu'ils puissent le transmettre demain, il faut qu'eux-mêmes commencent à le vivre aujourd'hui et que les programmes scolaires intègrent la dimension des droits de l'homme, que ce soit quelque chose qui devienne véritablement familier. Cette œuvre d'art se propose être une invite au respect des droits de l'homme et un appel à la formation et à l'éducation des jeunes filles. Appel entendu, et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Gouezongo et partout ailleurs dans la préfecture et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.